Voici ce qu'une caméra de sécurité a enregistré. Eh bien, les gardes frontières lituaniens ont découvert un tunnel. Observez, des personnes sortent d'un trou. Voyez comment elles sortent. Là, une personne sort, n'est-ce pas? Et elle s'en va par là. Et voilà qu'une autre personne arrive. Ils s'entraident entre eux. Les gardes frontières lituaniens ont découvert un autre tunnel de contrebande depuis la Biélorussie. 38 migrants illégaux d'Afghanistan en sont sortis. Les autorités lituaniennes ont déterminé que les migrants, qui n'étaient pas en danger immédiat, ont déjà été renvoyés en Biélorussie. C'est déjà le 3e tunnel de ce type découvert récemment. Eh bien, cela montre qu'il y a la même stratégie. Voilà, ici, ce sont les personnes arrêtées, n'est-ce pas? Découvertes, qui essayant donc de traverser, n'est-ce pas? Voilà le trou, qui était vraiment fait à la va-vite, vraiment à la va-vite. C'est-à-dire que ça peut s'effondrer à tout moment, vraiment, mais bon, c'est ce qu'ils utilisent. Regardez, c'est une stratégie que la Biélorussie utilise depuis un certain temps, et que, eh bien, la Russie l'a aussi utilisée. D'ailleurs, à un moment donné, mais qui, au final, a beaucoup dérangé la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, n'est-ce pas? Si on regarde la carte, n'est-ce pas, pour voir cet endroit, n'est-ce pas? Cette région du monde, ici, se trouve à les pays baltes, là où se trouve la Biélorussie, eh bien, elle est dans une zone très particulière. Parce qu'il est les voisins de la Russie, voisins de l'Ukraine, mais en même temps, il est aussi voisin de l'OTAN et de pays de l'Union européenne. Donc au final, il vit une situation très particulière comme une sorte de couloir de tension de la Russie vers l'Europe via la Biélorussie. Comment font-ils? Eh bien, regarde, ils invitent. Ils font venir des gens d'Afrique et d'autres endroits et ensuite eux-mêmes, non, ils ne les acceptent pas, mais ils leur facilitent le passage pour qu'ils traversent vers l'Europe, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour faire pression sur l'infrastructure européenne, non? Ils le font depuis des années, n'est-ce pas? Ce n'est pas une stratégie à court terme, c'est une stratégie à très long terme, qui vise à mettre la pression sur l'Europe, à mettre la pression sur l'OTAN avec des groupes qui, eh bien, cherchent simplement à survivre, n'est-ce pas? Qui quittent leur pays à cause de certaines urgences de qu'ils vivent, mais en même temps, eh bien, que l'Europe ne peut pas pour l'instant soutenir, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce n'est pas si facile pour eux de pouvoir prendre en charge ces personnes, et cela aussi était devenu très compliqué dans la relation entre ces pays, n'est-ce pas? Mais écoutez, regardez ce qui se passe en Corée. La Corée n'est plus seulement dans une logique de montrer ses armes, mais elle est en train d'expérimenter, d'aller apparemment plus loin en développant le type d'armes utilisées d'après ce que l'on sait pour le moment. N'est-ce pas? Un nouveau projectile a été lancé. Ce projectile était accompagné de plusieurs systèmes qui ont été testés pour la première fois. Cet essai intervient après le sommet entre la Chine et la Russie, au cours duquel ils ont exprimé leur opposition aux pressions de l'Occident contre Kim Jong-un, en gros. La Corée du Nord utiliserait aujourd'hui, mardi 26, un missile balistique à courte portée accompagné d'autres projectiles. Cela dans le but de démontrer, évidemment, leur force militaire, mais aussi d'expérimenter. Le tir a eu lieu dans la ville de Gyeongju et a parcouru environ 80 km selon les rapports de l'état-major sud-coréen. La Corée du Sud l'analyse, l'examine et signale ce type de situation, n'est-ce pas? Ils surveillent donc 24 heures sur 24 ce qui se passe de ce côté-là, n'est-ce pas? Et ils essaient d'informer sur l'évolution de la situation. Où se trouve Gyeongju? Regardons cette zone, ces 7 endroits. C'est d'ici que ça a été lancé, alors voyons où cela a pu aller. Regardons une distance de 80 km, calculons 80 km, ça fait combien? Non, voyons, ici nous sommes à 140, 80 km, c'est 78, bon, plus ou moins ici, voyons, voilà, regardez. C'est la ligne, mettons la carte. Ici, plus au sud, évidemment, il y a la Corée du Sud. C'est à peu près le trajet qu'il peut faire. Bien sûr que ce soit vers le nord ou vers le sud. Il est à un point où cela n'affecte ni la Chine, qui est au nord, ni la Corée du Sud. Mais c'est un essai qui, quoi qu'il en soit, est observé. Ce n'était pas un lancement isolé, car il testait également des systèmes de lance-roquettes multiples. Il suggère qu'il s'agirait d'une sorte d'essai coordonné.
Des analystes militaires assurent que l'objectif était de tester la capacité à saturer et à contourner les systèmes de défense de la Corée du Sud. Pour commencer, la capacité de détection de ce type de mouvement. Lors du récent sommet de Pékin, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également évoqué la Corée du Nord, rejetant tout type de sanctions ou de pression militaire. C'est la constante. C'est-à-dire, l'approche de la Corée du Nord est de devenir celle qui est la plus provocante de toutes. Et pour la Russie et pour la Chine, au bout du compte, c'est comme le point le plus extrême, non ? Tu es censé équilibrer les choses pour éviter qu'elles ne deviennent incontrôlables avec des pays très hostiles, non ? Où ils envoient régulièrement des missiles dans la mer du Japon, la mer de Chine orientale, la mer Jaune qui est proche de la Corée du Sud. Aussi, et ils cherchent toujours, non seulement à montrer leur force, mais aussi à dire « je vise là-bas ». En plus, des missiles ont survolé le Japon et sont tombés de l'autre côté, comme pour dire « j'arrive aussi jusque-là, non ?» Donc c'est la fonction que la Corée du Nord remplit depuis un certain temps, et c'est pourquoi, à chaque fois que Vladimir Poutine et Xi Jinping se réunissent, ils ne manquent pas de rappeler ce que la Corée du Nord signifie pour eux. De plus, la frontière entre les deux Corées est en train de devenir une forteresse. Ils assurent fort qu'elle est imprenable. C'est ainsi que Kim Jong-un utilise une phrase très curieuse ces derniers temps, comme pour dire qu'il ne doit y avoir aucun moyen pour que quelqu'un la traverse, n'est-ce pas ? Ce qui montre aussi que c'est une faiblesse car dernièrement, il a été rapporté des failles où soudainement un groupe de Nord-Coréens est apparu en marchant du côté sud-coréen, apparemment confus. Aussi, il y a eu ces incidents où des soldats nord-coréens se sont échappés vers la Corée du Sud. C'est un sujet qui, n'arrivait plus depuis longtemps. Il était déjà très contrôlé par les Nord-Coréens. Cette situation, dernièrement, le problème revient. Et avant de passer à autre chose, j'aimerais que nous voyions ce qui suit. Regardez, laissez-moi voir si nous pouvons mettre ça à l'écran. Mais le voici, regardez. C'est la réaction qu'il a, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. C'est la réaction que Rubio a eue à la conversation qu'il a eue avec Lavrov. Écoutons ce qu'il dit. La nouvelle à toutes les ambassades, et je crois qu'il appelait quelqu'un pour me dire qu'ils avaient informé toutes les ambassades que... Mais... Quoi, Rubio? Le secrétaire d'État et moi, donc je lui ai parlé hier à ce sujet et à propos de quelques autres choses, il y avait tellement de détails. Ils assurent que Lavrov lui a dit qu'il avait un message pour Donald Trump. Le message que lui transmet Lavrov venait de Vladimir Poutine, le président russe. Et c'était un message que Vladimir Poutine voulait que Marco Rubio transmette directement à Trump, ce qui... Sujet. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, assure qu'il a eu une conversation avec Lavrov, dont nous vous avons parlé hier, mais il n'y avait pas autant de détails. Ils assurent que Lavrov lui a dit qu'il avait un message pour Donald Trump. Le message que Lavrov lui a transmis venait de Vladimir Poutine, le président russe. Et c'était un message que Vladimir Poutine voulait que Marco Rubio transmette directement à Trump, ce qui indique la chose suivante. Premièrement, qu'il existe un risque réel pour les ambassades situées à Kiev, la capitale de l'Ukraine, et qu'il y a donc un risque réel d'escalade. Pour commencer, je trouve la réponse de la Lituanie meilleure car elle dit « Voyons voir ». N'attaque pas, tout simplement. S'il y a un risque, c'est à cause de toi. Le risque existe parce que tu veux tirer sur la capitale. Et la Lituanie lui dit « Alors ne tire pas ». C'est très facile, très simple, n'est-ce pas ? Et que fait les États-Unis ? Il lui dit « Oui, monsieur, non, monsieur ». Aux ordres, en gros, non. Et il dit les États-Unis. Mais oui. Si l'Ukraine veut négocier, nous sommes ici prêts et nous restons prêts à négocier. Autrement dit, les États-Unis veulent seulement négocier, essentiellement la position ou l'intérêt de la Russie. Et l'Ukraine, dans ce cas, j'imagine qu'ils se sentiront, trahis, n'est-ce pas ? Autrement dit, au final, ils deviennent essentiellement les porte-paroles de Vladimir Poutine. Je veux dire, il n'était pas nécessaire de le dire comme ça à Marco Rubio, évidemment, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de terreur psychologique et l'Ukraine le sait bien.
Les États-Unis peuvent encore tomber dans ce genre de situation, d'où la réponse de Marco Rubio. Mais l'Ukraine connaît déjà tout ça. Elle connaît déjà toutes ces ruses du genre « laisse-moi lancer un message comme si j'allais faire une attaque très forte ». Peut-être qu'ils le feront, peut-être pas. Mais bon, regardez, c'est comme ça. D'un côté, il y a le récit russe et de l'autre, le récit ukrainien. Et chacun a ses arguments. Mais si on regarde les faits concernant les effets réels de l'arme Oresnik, oui, elle a une capacité destructrice. Mais face à cela, on évacue, on se déplace, on agit. Et en même temps, elle a été limitée. En fait, à peu près un quart des Oresnik utilisés échouent. L'un des Oresnik lancés n'a même pas atteint l'Ukraine. Il a explosé à l'intérieur de la Russie. Face à cette situation, selon ce que dit le SDSW, le SISW, qui est l'Institut de la guerre, basé sur tout ce qui est renseignement, satellite, etc. Le missile balistique russe à portée intermédiaire appelé Oresnik a échoué après son lancement et s'est écrasé dans la région occupée de Donetsk. L'incident a eu lieu lors de l'une des attaques russes les plus intenses contre l'Ukraine du 23 au 24 mai. Les images satellites montrent comment ces missiles ont été largués et au moins 6 sous-munitions ont été libérées, mais elles l'ont été avant de s'écraser de façon incontrôlée. Ce qu'ils affirment, c'est que le projectile est tombé sur des positions russes près d'Avdiivka et de Yakutsk-Bata. Cela a évidemment augmenté la gravité de la défaillance. D'après leur rapport, l'information est alarmante. Un missile Oresnik sur 4 utilisé par la Russie échoue. Ce type de missile est considéré comme stratégique et très coûteux, avec une valeur estimée à 50 millions de dollars par unité. Mais si un quart d'entre eux échoue et en plus cause des dégâts, alors ce n'est pas une bonne affaire. C'est très impressionnant parce que l'explosion est très spectaculaire de ce point de vue, mais l'effet réel, l'effet au quotidien, est en fait très limité. La Russie a également lancé une opération avec 600 drones qui ont eu plus d'effet que les Oresnik. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont eu plus d'impact, notamment avec les incendies. 90 autres missiles ont également été lancés, mais celui dont tout le monde parle, c'est l'Oresnik, qui est celui qui a le plus souvent échoué. Mais les drones et missiles, responsables des plus gros problèmes, sont à peine évoqués. Quoi qu'il en soit, il y a évidemment des questions ici sur le rôle que vont jouer les États-Unis. Dans ce conflit, est-ce que leur rôle va être essentiellement de servir de porte-parole à la Russie, ou vont-ils vraiment agir pour que la guerre prenne fin ? Quelle est la stratégie ? Et d'emblée, il faut aussi se demander quelle sera l'approche de l'Europe, car tout a une limite. Et il semble que cette limite soit également sur le point d'être atteinte. C'est-à-dire que si rien n'est fait, si aucun accord n'est trouvé, il faudra faire pression pour parvenir à un accord. Eh bien, l'Ukraine peut aussi commencer à prendre des décisions difficiles ou à agir de manière plus agressive. Cela pourrait aussi accroître l'instabilité régionale. Donc l'Europe devra aussi jouer les médiateurs et trouver un point où elle pourra exercer des pressions sans finir par entrer dans un conflit sans fin, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est le point que l'on observe au moins pour l'instant. Un autre sujet aussi, puisque nous parlons de géopolitique et tout ça. Il y a déjà une avancée sur ce qui se passe concernant l'Iran. Très intéressant. Regardez ça. L'Iran diffuserait un prétendu message de Mojtaba Khamenei ou Khamenei, l'actuel guide suprême qui n'est toujours pas apparu en public. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, pas même sur une seule photo. Beaucoup ont publié des photos d'elle, imaginant son apparence, mais finalement, on ne sait pas vraiment, n'est-ce pas ? Qu'il soit blessé au visage ou amputé d'un bras ou d'une jambe, de nombreuses théories risquent de se confondre. Peut-être pourra-t-on les confirmer un jour. Mais le dirigeant iranien continue de ne pas apparaître en public. Ils assurent que même les plus hauts gradés ne sont pas en contact avec lui. L'ayatollah Mojtaba Khamenei a déclaré aujourd'hui mardi, dans un message diffusé à la télévision iranienne, que les pays de la région ne seront plus des boucliers pour les bases des États-Unis. Ce qui est certain à cet égard, c'est que le temps ne reviendra pas en arrière et que les nations et les territoires de la région ne serviront plus de boucliers. Khamenei aurait dit la même chose pour les bases américaines, non ?
Un autre sujet également intéressant, c'est le Congrès. Regardez ce qui s'est passé. Hier, nous vous en avons parlé. Eh bien, devinez quoi? Après 3 mois, Internet est revenu en Iran. Les gens sont ravis. Beaucoup de choses hallucinantes ont commencé à circuler, non? Internet n'a duré qu'1 jour. À votre avis, qu'est-il arrivé à l'ordre du président Massoud Pezeshkian, président iranien? Eh bien, elle a été annulée, non? Et nous entrons essentiellement dans une phase de coup d'État en Iran, parce qu'au final, celui pour qui on a voté, c'est Massoud Pezeshkian. Parce que pour nous, ils n'ont pas voté, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas voté pour eux, mais Massoud Pezeshkian est le seul dirigeant et président, n'est-ce pas? Qui a été élu et a décidé, écoutez, il faut rendre Internet au peuple. Il avait insisté là-dessus pendant 3 mois. Enfin, il leur rend Internet. Le lendemain, il l'arrête et en plus il le presse d'arrêter de faire ce que le président pense être juste et de simplement obéir à ce que dit le leader suprême. Et c'est tout. Donc non, il n'existe pas de président Massoud Pezeshkian, c'est-à-dire que sa fonction est presque décorative, n'est-ce pas? Et en plus, il est de plus en plus sous pression parce qu'au final, les plus radicaux d'Iran ne le voient pas d'un bon œil. Comment allez-vous? Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner pendant ce petit moment. Nous sommes en direct, nous sommes en live, merci beaucoup d'être là. Et bien maintenant, vous êtes ici avec nous pour suivre l'actualité. Panterita, comment vas-tu? Jésus Naro, bonjour à toi. Darwin Blanco, comment vont les choses là-bas? Salutations aussi à Gaz Duro. Comment ça va? Comment tu vas? Avery, salutations jusqu'en Colombie. Comment ça se passe là-bas? De quelle région de Colombie s'agit-il? On peut savoir. Ah, voilà, regarde, depuis Tuluá. Depuis Tuluá, Colombie, excellent. Il dit José, bon José, comment tu vas? Ton silence. Cynthia, comment ça va? Comment tu vas? Un grand salut, Cynthia. Merci beaucoup. Et à toute la communauté qui nous suit de live en live, je vous remercie énormément pour votre compagnie. Dans un petit moment, nous allons analyser d'autres sujets. Il commence déjà à y avoir des frictions. C'est entre les États-Unis et l'Iran, non? Certains points restent à confirmer, et si c'est le cas, voilà. Eh bien, nous en parlerons en détail, mais il y a des mouvements, il y a des problèmes, évidemment. De toute façon, ce n'est pas encore excessif, n'est-ce pas? Pas pour l'instant. Il faut aussi être très clair là-dessus, non? Regardez, voilà, c'est cette image. Voilà, la voici. C'est ça que je voulais voir, c'est-à-dire, ça reste au-dessus de 100. Ça n'a pas continué à baisser comme ça en avait l'air. Le prix du pétrole commence à rebondir, mais ce n'est pas non plus une hausse excessive, n'est-ce pas? Donc, il faut se rappeler qu'il était à 100, presque 120, n'est-ce pas? Donc, malgré les tensions, les attaques et tout ça, ça s'est produit. Certains pétroliers ne vont pas vers le Japon, ni vers la Corée du Sud ou l'Europe, mais ce sont des pétroliers qui vont vers la Chine, le Pakistan ou l'Inde. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a pu confirmer, n'est-ce pas? Ce sont les pétroliers et aussi les navires qui transportent du gaz liquéfié, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe en ce moment. Et si demain c'est possible, alors peut-être que le détroit d'Ormuz s'ouvrira encore un peu plus, tant que cela ne continue pas à se produire. Ici, le soupçon est qu'il s'agit peut-être d'une affaire de renseignement, possiblement israélien. Mais c'est parce que, disons, l'insinuation que fait aujourd'hui le Qatar, c'est celle-là, non? Qui a vraiment intérêt à l'absence d'accord? Non, c'est comme si on disait, voilà. Il y a là quelque chose d'externe, n'est-ce pas, qui est en train de bouger et qui ne considère pas que l'idéal soit un cessez-le-feu. Eh bien, un cessez-le-feu, non, ils ne veulent pas, et surtout ils ne veulent pas d'un accord qui mettrait les Israéliens dans une mauvaise position, n'est-ce pas? Alors Israël va agir déjà, disons, en dehors des intérêts que pourraient avoir les États-Unis. Ils vont être de plus en plus divisés à ce sujet. C'est pourquoi la conversation entre Trump et Netanyahou a attiré l'attention. Vous vous souvenez? Ce week-end. Eh bien, il n'y a pas eu de frustration de la part de Netanyahou, rien d'autre, n'est-ce pas? Je continue de lire les commentaires. Il dit, regardons par ici. Le chat s'est fermé chez moi. Si vous le voyez, vous. Bon, voyons si celui-ci se connecte. Voilà. Ça charge déjà.
Si c'est oui, c'est un peu bizarre. Salutations, Verderi. Il affirme qu'il refuse la paix, répète Verderi. José Sartre dit qu'ici en Californie, le gallon de la moins chère est toujours à 6 $. Ici, nous avons 3 niveaux d'octane, 87, 89 et 91. 87, 89 et 91. Dis-moi la plus chère, elle est à combien, José? C'est-à-dire, à combien est l'essence la plus chère? Il dit qu'ici, aux Émirats, on est en semaine de repos. Donc, cette semaine, ça veut dire que tu la prends tranquille, Darwin. Je t'envoie un grand salut. Profite bien de ta semaine de repos. Et donc tu profites là-bas, non? Ça doit être aussi spectaculaire de pouvoir profiter de tout ça, de tout ce que ce pays offre, de ses infrastructures, non? Léonard affirme que les conflits sont nécessaires pour obtenir les financements de l'industrie mondiale de l'armement. Comment vas-tu, Léonard? Un grand bonjour. Super, Panderita. On se retrouve au prochain direct dans un petit moment. Pépé, tout va bien ici. Super, José Sarté, prends soin de toi. Bon, eh bien, dit-il. Mame Maricia, d'accord? Salut, comment tu vas? Très bien. Eh bien, à toute la communauté, un grand merci. On se retrouve dans un instant. Portez-vous bien, passez une excellente journée. On continue à discuter lors du prochain direct. À bientôt.